venons d'aborder les questions d'ordre politique en Israël, la question de l'élection israélienne, la question de la droitisation d'Israël. Vous avez parlé de la résilience de Benjamin Netanyahou et nous avons aussi évoqué les représentations sécuritaires en Israël qui accompagnent finalement la droitisation de la société israélienne depuis une quarantaine d'années. Dans le prochain volet de cette rencontre, nous aborderons plus directement les questions d'ordre géopolitique, Israël et son environnement. Parmi les principaux, on va dire, sujets qui concernent plus directement Israël dans la région, nous avons évidemment la guerre syrienne. Et sur la guerre syrienne, nous avons des thèses assez différentes. D'un côté, certains analystes parlent d'une relative bienveillance d'Israël à l'égard du régime en place, puisque Israël craindrait justement l'inconnu. Et nous avons aussi des thèses qui nous parlent d'un soutien plus ou moins direct apporté à la rébellion en Syrie. Quel est votre point de vue sur cette question ? Écoutez, dans la relation entre Israël et la Syrie, les choses sont simples. Depuis 73, après 73, après la guerre du Golan, l'annexion du Golan par Israël et son maintien, Israël et la Syrie sont entrés dans un régime de paix armée sans accord de paix. Sans accord de paix, ils ont stabilisé leurs relations. Damas et Jérusalem ont stabilisé leurs relations de façon à éviter les incidents. Implicitement, mais de façon substantielle. Ni Damas ni Israël ne veulent un nouveau conflit entre eux. Ils ont tout fait pour. Et je pense qu'ils continuent à tout faire pour. Donc il ne s'agit pas de dire qu'Israël est pour ou contre le régime de Damas. Il est pour la stabilité avec la Syrie. À condition que cette stabilité reste vraiment stable, si je puis dire. Dès lors qu'il y a des changements importants introduits, alors là, Israël réagit. Le premier changement, ça a été évidemment le Hezbollah. Et dès lors que le Hezbollah a commencé à avoir une action forte sur le nord d'Israël, sur la Galilée, Israël a réagi contre le Hezbollah. Pas contre la Syrie, contre le Hezbollah. Mais quand la Syrie s'est mise à développer des capacités d'armes de destruction massive par elle-même, voire des éléments nucléaires, Israël a réagi. Bombardant, détruisant les centres de recherche et les localisations qui permettaient à la Syrie de développer des capacités en termes d'armes de destruction massive. Et troisièmement, après 2011, le printemps syrien et le déclenchement de la guerre civile, là, le troisième changement, c'est l'éruption de l'Iran en Syrie. L'éruption directe. L'arrivée de troupes, les passes d'Aran, les gardes de la République iranienne, plus l'arrivée de systèmes d'armes iraniens. Et après, Israël a réagi. Il n'a pas réagi contre Damas, il a réagi contre l'allié de Damas, l'Iran, en touchant toute une série d'installations, de forces armées. On le sait, en ces dernières années, près d'une centaine d'actions israéliennes ont eu lieu, petites ou grandes, sur le territoire syrien, aux abords de Damas, mais contre des installations qui venaient rompre avec ce sorte de stabilité établie entre Damas et Israël après 1973. On est là-dedans. On est dans cette configuration non pas d'un antagonisme direct entre Israël et la Syrie, mais d'un conflit régionalisé, pas contrôlable par la Syrie, dans lequel Israël, effectivement, osclavise un peu plus qu'auparavant.
Et que pensez-vous dans ce cadre de la thèse d'un soutien ponctuel, certes, apporté par Israël à la rébellion syrienne? Est-ce que c'est cela qui l'explique? Écoutez, à ma connaissance, ça n'a pas été la politique israélienne. Israël a accueilli des blessés provenant de Syrie, transitant de différents côtés, venant de la rébellion. Il l'a accueilli dans ses hôpitaux. Mais son objectif est toujours le même. Il s'agit de stabiliser, il s'agit de préserver cette ligne de front de façon à éviter à ce qu'elle s'embrase. Et à un certain moment, les rebelles syriens risquaient par leur victoire de provoquer cet embrasement. Et ça, Israël n'en veut pas non plus. D'accord, mais sur cette question justement des relations syro-israéliennes, on imagine qu'in fine, l'objectif d'Israël, c'est un traité de paix avec la Syrie. Et pour qu'il y ait un traité de paix avec la Syrie, on imagine que ça implique un changement de pouvoir en Syrie. Non, pas forcément. Rappelez-vous, M. Barak, arrivé au pouvoir en 2000, avant de rouvrir la négociation avec les Palestiniens à Camp David, a cherché à conclure un accord de paix avec la Syrie. Pendant tout le printemps 2000, il a eu, avec le soutien de Clinton, de la diplomatie américaine, la volonté d'établissement d'un accord de paix entre Damas et Israël. On n'était pas très loin, je peux vous le dire. J'ai vécu cela de près, de cet accord de paix. Mais Bachar Hafez al-Assad était déjà très malade et ne pouvait pas aller jusqu'au bout des concessions qu'il devait faire pour permettre cet accord. Maintenant, cet objectif-là n'est pas atteignable. Par contre, Israël veut faire comprendre à Damas qu'il ne doit pas trop laisser faire l'Iran sur son territoire. Et on entre dans cette configuration qu'on observe, d'une alliance de fait entre Israël, nouvelle puissance régionale, les pays arabes sunnites, Arabie Saoudite pour commencer, avec une certaine attitude compréhensive de la Russie et le soutien américain. On est donc dans un jeu régional où Israël a toute sa place, et ça a été la grande habileté diplomatique de Netanyahou que d'avoir réussi à légitimer le rôle d'Israël dans cette configuration régionale. Quand Israël vient bombarder en Syrie des installations iraniennes, Moscou ne réagit pas. On vient de voir que Damas a protesté contre le silence russe sur les dernières actions israéliennes. Il y a une alliance entre Poutine et Netanyahou, comme il y a une alliance entre Trump et Netanyahou. Netanyahou est allié aux deux, à l'Amérique et à la Russie, pour cette affaire-là, en Syrie. Certains analystes et certains surtout observateurs du conflit syrien envisagent un conflit armé réel entre Israël et ce qu'on appelle l'axe de la résistance. Et ce conflit aurait lieu à la fois évidemment sur le sol syrien, notamment dans la région du Golan, et au Liban, avec la présence du Hezbollah. Est-ce que vous pensez qu'un tel conflit est prévisible à plus ou moins court terme? De toute façon, on y est. Actuellement, le nombre d'opérations militaires qui ont eu lieu sur le territoire syrien dans lesquelles ont été mêlés l'acteur israélien, on est dans ce conflit. La question n'est pas de savoir s'il y a un conflit ou pas, la question est de savoir si ce conflit est gérable, s'il peut rester au stade d'un conflit de basse intensité, ou s'il va éclater dans un conflit de grande intensité. Je ne le crois pas. Je crois que les acteurs de la région, même si la région est totalement inflammable, savent plus ou moins maîtriser les brasiers, les brandons pour éviter le brasier, pour éviter que le feu s'enflamme. Et je ne crois pas à la grande guerre dans la région.
Vous avez parlé justement du contexte géopolitique favorable dont bénéficie aujourd'hui Israël, avec justement la relative bienveillance de Moscou et de l'axe, on va dire, saoudo-émirien. Et évidemment, on a l'impression qu'aujourd'hui, Israël jouit en plus d'une administration américaine particulièrement bienveillante à son égard. Cela s'est manifesté par les reconnaissances de l'annexion de Jérusalem, plus récemment celle du Golan. Et on a l'impression, dans ces conditions, que la solution des deux États est presque morte et que les Palestiniens n'ont plus grand-chose à espérer en termes de paix. Quel est votre point de vue? Je crois que la question palestinienne, j'allais dire, a pris un grand coup sur la tête avec la seconde intifada. J'ai vécu cela au plus près. Je suis en train d'écrire là-dessus. Et je pense que l'État palestinien est mort au moment de l'échec des négociations qui ont eu lieu au moment de la seconde intifada. Depuis lors, donc depuis les années 2003-2004, qu'est-ce qui se passe? Un éloignement progressif de la question palestinienne dans les dossiers internationaux. Il y a une fatigue de la question palestinienne en Israël et dans la communauté internationale et chez les puissances. Alors bien sûr, de temps en temps, quand il y a un début de crise, on réagit, mais ça ne dure pas très longtemps. Souvenez-vous, quand l'ambassade américaine a été transférée à Jérusalem, il y a eu quelques réactions dans le monde arabe, mais pas plus. Ça aurait dû être un concert terrible, ça aurait dû être un bouleversement. Non. Donc il y a cette fatigue, cette lassitude de la question palestinienne qui a accéléré son effacement. Elle n'est plus inscrite maintenant dans les agendas diplomatiques entre Israël et les puissances. Elle n'est plus vraiment substantiellement inscrite. Et à partir de là, donc, évidemment, il n'y a plus de pression en faveur de la création d'un État palestinien dans la communauté internationale, même dans le monde arabe, à l'encontre d'Israël. Et comme les Palestiniens se satisfont, bon gré mal gré, de cette partition entre deux entités palestiniennes, l'une en Cisjordanie, gouvernée par l'OLP, l'autre à Gaza, gouvernée par le Hamas, ça leur va très bien. Donc, tout le terrain, toute la situation locale prédispose à une sorte de statu quo. Alors, il faudrait avoir un courage extraordinaire, une détermination sans faille, pour qu'un dirigeant israélien dise il faut aboutir par la négociation à l'accord des deux États. Qui prendra le relais demain d'un Rabin, d'un Barak? Je ne le vois pas. Ce qui peut se passer, c'est qu'il va y avoir un grignotage du territoire palestinien par la colonisation, par les implantations, par l'extension de la loi israélienne aux implantations et la colonisation, sur une sorte d'annexion de fait de la zone C de la Cisjordanie. Maintenant, il y a le plan américain. Qu'est-ce que va être ce plan américain sans cesse différé et retardé? Il faut attendre de voir. Je ne pense pas que ça va aboutir à une solution des deux États. Ça peut peut-être renforcer l'autorité palestinienne. Dans tous les cas, je ne vois pas, pour l'heure, si vous voulez, que l'on soit sorti de la situation qui est celle apparue en 2003-2004, de cette mise sur le côté de la question palestinienne et de cette fatigue générale. Merci beaucoup à Jacques Hunsinger pour ces deux parties, pour ces deux vidéos consacrées à Israël. Une première sur la politique intérieure, une seconde sur la politique extérieure. Je rappelle que Jacques Hunsinger a été ambassadeur de France en Israël et qu'il est l'auteur d'un ouvrage important sur la Méditerranée en général. Il était une fois la Méditerranée aux éditions du CNRS. Merci à tous et n'oubliez pas de vous abonner à Esma Labs TV.